Une voiture de police anonyme, pas de signe distinctif, pas de gyrophare. Le conducteur est pressé, mais doit rester discret. Xavier, tu peux voir avec Hervé où en est le vol, s'il est toujours prévu? Sa spécialité, la surveillance et la filature. Il est agent secret. À tout à l'heure. Ciao. Ça change tous les jours, tous les instants. On va à Roissy dans 2 heures, on peut être à Lille ou être revenu ici parce que l'avion a été annulé, parce que la cible n'a pas pris son avion. Enfin, c'est assez changeant en fait. Ah, c'est l'imprévisible. C'est totalement imprévisible. La cible, comme dit le policier, c'est l'homme qu'il doit prendre en chasse aujourd'hui. Une filature pour le compte de collègues de services étrangers. Ceux-ci viennent d'envoyer une alerte. Un suspect qu'il surveille depuis plusieurs mois a pris l'avion ce matin, destination Paris. Pour tout connaître de ses déplacements, ils ont demandé le soutien des services français. Nous, sur ce type de dossier, on a quand même peu de connaissances du dossier. Là, pour l'instant, on n'a qu'une tenue vestimentaire très approximative. Arrivé à Roissy, terminal international. L'opération est maintenant clandestine, pas question de se faire remarquer. Nous suivrons en caméra cachée. Le policier nous sert de guide pour repérer ses collègues cachés dans la foule. Vous avez à droite le gars qui fait les mots croisés sur son journal. Cet homme, c'est un agent secret. Les 2 autres n'ont rien à voir, mais par contre, au milieu, oui, c'est chez nous. Celui qui dort ou fait semblant. Lui, un policier, passager parmi les autres. Enfin, ce couple d'amoureux qui boit un café tranquillement. Eux aussi, des agents secrets. Tous sont déjà en place, au cas où le passager serait attendu. Un proche qui pourrait donner l'alerte. À partir de maintenant, l'attente commence. Elle peut durer des heures. Bienvenue dans un monde très discret. La direction du renseignement, c'est juste un immeuble anonyme. Seul indice, les plantons à l'entrée. Et pourtant, la sécurité se veut maximum. Il y a un peu plus d'1 an, le bâtiment a échappé à un attentat à la voiture piégée. Déjoué in extremis. Le ministère de l'Intérieur nous a entrouvert la porte de son service de renseignement. Une première, mais sous contrôle. La plupart des visages resteront masqués. Quant à la parole, les informations, elles seront délivrées au compte-gouttes. Le sésame, c'est ce badge. Sans lui, aucune porte ne s'ouvre. Et il y en a beaucoup. Pas question qu'ils nous perdent de vue. Tout le monde ici est pisté. La direction de la surveillance du territoire, les renseignements généraux n'existent plus. Tous sont regroupés maintenant dans un même service baptisé la DCRI, la Direction centrale du renseignement intérieur. Voilà, hein. Donc vous avez là certains dossiers qui ont fait vivre la DST et puis maintenant la DCRI. Voilà. C'est quel type de dossier? C'est des... Bon, ce sont des dossiers sur les grosses affaires du contre-terrorisme. Hein, voilà. Notre guide est le responsable de la lutte antiterroriste. Ça, c'est pareil, mais ça, ce sont les dossiers actuels. C'est pas très rempli, hein, quand même. Non, vous voyez, parce que le reste est là. Car tous les soirs, le bureau doit rester vide. Donc tous les soirs, ce que vous voyez sur mon bureau rentre dans cette armoire. C'est quoi, c'est une règle? Comment ça... Ah bien sûr, c'est une règle, c'est vrai pour tout le monde. Est-ce que chacun sait ce que fait l'autre? Non. Non, non. C'est moyen pour l'ambiance, non? Ah pas du tout, non. Pourquoi? Au contraire. Il y a des machines à café? Il y a des machines à café, par-ci, par-là, oui, on en trouve, mais les gens se parlent, hein. Mais ils n'ont pas besoin d'évoquer les affaires qu'ils traitent. Des affaires si confidentielles que même les proches sont tenus à l'écart. Et quand leurs questions sont trop indiscrètes, à chacun sa technique pour les déjouer. Lorsqu'on me demande vraiment des informations sur un dossier, je me contente de ce qui est sorti dans la presse.
Oui. Je prends les articles du Monde par exemple, et voilà. Comme ils ne lisent pas le Monde, voilà. Ça fait. Ils ont l'impression que c'est une information. À 2 pas du bureau du grand patron, nous sommes au cœur du système. Les ordres partent d'ici. Même les écrans des ordinateurs sont classés secret défense. Interdiction de les filmer. Ils sont des contacts directs avec les autres services de renseignement français, étrangers, mais aussi avec l'Élysée et Matignon. C'est là où arrive tout le courrier, tous les messages, que ce soit des informations, que ce soit des demandes d'informations. Tout arrive ici, tout est redistribué d'ici, avec des gens qui sont spécialement recrutés pour ça, parce qu'ils ont une bonne connaissance de la direction, ils ont une bonne connaissance du travail, ils savent percuter très rapidement, et surtout, ils savent à qui ils doivent envoyer les informations pour qu'elles soient analysées le plus rapidement possible et à qui ça va servir. Nous sommes autorisés à filmer dans ce service. Ces agents sont les plus sollicités. Oui. Tu as des nouvelles de Ici, les policiers s'occupent d'une branche islamiste la plus virulente contre la France. Tu peux essayer de les appeler pour voir ce que ça donne? Ouais, Tu me tiens au courant? Ouais, je te tiens au courant. Merci. Je t'en prie. Nous, notre mission, c'est de déjouer un attentat avant qu'il soit commis. Démanteler un groupe, neutraliser d'une manière ou d'une autre des individus qui seraient prêts à fomenter un attentat. Donc on ne peut strictement rien laisser au hasard. C'est impossible. Des menaces contre la France, il en reçoit une dizaine par jour. Dans sa main, l'une d'elles. C'est un Tchétchène qui est rentré en contact avec une fille qu'on suivait, qui elle est maghrébine. Bon, ouais, ça sur Tchétchénie, c'est pas mal. Et il veut, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il voudrait également gagner Le chef de la division antiterroriste évalue le danger et les moyens à déployer. Bon, allez, on va essayer de voir un peu de quoi il en retourne. On peut penser qu'en tout, il va y avoir une cinquantaine de personnes qui vont travailler dessus. Une cinquantaine de personnes parce qu'il y a l'aspect analyse, recherche, renseignement. Et puis, si on met une surveillance physique, là, tout de suite, les effectifs vont monter de façon conséquente. Il faut que, très vite, on localise cet individu, qui sont les contacts de ce jeune, que ce soit en France ou dans les pays qui mènent à cette terre de djihad. Tout connaître de ceux qu'ils appellent leurs cibles. Nous allons entrevoir de quelle façon. Posées quelque part en France, leurs espionnes les plus indiscrètes. En principe, seuls les policiers spécialement accrédités peuvent accéder ici. Interdiction de filmer alentour. D'ailleurs, nous sommes tenus de garder l'endroit secret. C'est ici que les policiers tentent de pister les terroristes jusqu'au bout du monde. Et cela se fait par les airs. La plupart des conversations peuvent être interceptées grâce à un satellite braqué vers la Terre, vers une zone désignée par les policiers. Comme un aspirateur, il avale tout. Les conversations d'un téléphone fixe, d'un mobile, le contenu des courriers électroniques et même des fax. Cryptés ou non, pour lui c'est pareil. Des millions d'informations arrivent ici chaque jour. Les trier, c'est le travail de ces ordinateurs. Ils classent par numéro de téléphone et par zone géographique, isolent ce qui intéresse les policiers. Pour les personnes concernées, plus d'intimité, plus de vie privée. Ces agents ne s'occupent que des écoutes téléphoniques dans les pays du Maghreb et du Proche-Orient. Alors ici, on traite plusieurs centaines de milliers de communications par jour. Il y a effectivement une masse d'informations qui est énorme, mais nous ne sommes intéressés que par une partie infini-décimale, car nous avons une approche qui est très ciblée sur ce flux qui est effectivement très conséquent. Toutes les conversations sont traduites, disséquées, analysées, de la plus sensible à la plus anodine. Disputes de famille,
Discussion d'affaires. Et parfois, des propos plus intimes encore. À quoi servent ces conversations? Comment vont-ils les utiliser? Dans la pièce, c'est le silence. Nous n'en saurons pas plus. Apparemment, nous avons atteint la limite pour ces policiers et nous n'obtiendrons pas de réponse à nos questions. Et pourtant, ces informations privées sont utilisées. Beaucoup enrichissent le fichier antiterroriste. Il s'appelle Christina. À l'intérieur, près de 3 millions de noms. Des personnes soupçonnées d'atteinte à la sécurité de l'État en France et à l'étranger, mais aussi leurs proches et leurs relations. Christina est née il y a 1 an de la fusion de 2 bases de données, celle des renseignements généraux et de la DST. Comme ses prédécesseurs, ce fichier ne peut être contrôlé qu'après une procédure spéciale. C'est quelque chose qui est totalement légal, déclaré, ça voit le jour. Secret défense quand même, celui-là. Alors évidemment, tout ce qui est à l'intérieur, ce sont des informations classifiées, donc évidemment, c'est la raison pour laquelle il est destiné à l'usage exclusif de la DCRI. Au bout d'un moment, ce fichier devient une grande mémoire commune. Donc évidemment, on ne les intègre pas au regard ni de leur nationalité, ni de leur religion, ni de quoi que ce soit, mais par contre au regard des individus qui sont impliqués dans des activités terroristes ou qui sont susceptibles de l'être. Donc là, on va démarrer une enquête. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si cette personne est connue de nos fichiers, soit lui, soit des gens de son entourage. Nous avons obtenu une démonstration de ses capacités. L'analyste entre le nom d'un homme présenté comme un islamiste radical. La machine cherche parmi des millions de données. Elle fait ses recoupements et finalement trouve. Sa fiche apparaît, à l'intérieur des éléments très précis sur sa vie privée et professionnelle. Je sais où il habite, je connais son environnement familial, qui a priori est stable. Alors, je peux voir par exemple s'il a des frères et sœurs. Son père a cherché du travail dans la sécurité. Je sais que par exemple, il a assisté aux commémorations de la déportation du peuple tchétchène, donc le 23 février. Et de là, on peut détecter certains profils potentiels pour le djihad, puisqu'on a généralement affaire à des jeunes désocialisés, qui n'ont plus de repères, qui sont à cheval entre 2 cultures, qui n'ont en général connu que la guerre. C'est pas un peu Big Brother tout ça? Non, on travaille sur des gens qui sont des extrémistes, qui sont potentiellement violents. Ce sont des surveillances. Il n'y a rien d'attentatoire. Je veux dire, on n'est pas, il n'y a pas de coercition, il n'y a rien. On s'assure qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux. Une surveillance invisible et sans conséquence selon les policiers. Mais une fois dans leur collimateur, ils ne vous lâchent plus. Arrivée de l'individu, tenue vestimentaire, veste kaki, pantalon noir, basket noir. Et en dessous, il a un pull noir. C'est reçu? Oui. Retour à Roissy. Reçu à 98 et 27. Les policiers sont prêts à filer leurs suspects. Des agents toujours incognito dans la foule. Ils se frôlent sans se regarder. Il est posé là. D'accord. Le voilà. Il n'a pas repéré le policier derrière lui, ni ceux qui s'apprêtent à le prendre en filature. Les policiers ne doivent pas le perdre, sinon aucune chance de le retrouver. L'homme monte dans un taxi. Ça va assez vite, quoi. 150 km/h au compteur, la routine. Slalom entre les voitures jusqu'à Paris. Et là, vous vous sentez comment sur une filature comme ça? Bien, très bien. Il y a toujours le petit moment où là, quand c'est parti de Roissy, on n'a pas envie de le rater. Donc, mais on le fait on le fait tous les jours. Donc si on le faisait rarement, à la limite, ça pourrait être peut-être plus excitant. Là, il y a toujours l'envie de l'avoir, mais on arrive à gérer quand même. Il est là-bas, là. Toi, on passe sous le pont. Ouais, ça rentre sur la Paris, ça rentre dans Paris.
de 52, ça va se poser, ça se pose, ça se Clichy, au niveau du café brasserie Weppler. Le client descend, le client descend. 720, vidéo effectuée. Ouais, c'est pris. Ça veut dire qu'ils ont fait une image du client. Ouais. Une première photo immédiatement envoyée au service. D'autres suivront. Ces surveillances peuvent durer des semaines, des mois même, de jour comme de nuit. Les policiers ne peuvent pas rester 24 heures sur 24 à ces trousses. Ils passent donc le relais aux hommes de l'atelier. Ce jour-là, les techniciens transforment une bouteille de liqueur en caméra espionne. Batterie. Le trou dans la bouteille se trouve là. Poubelle. Borne incendie. Et même panneaux de travaux. Des mini-caméras qui filment en toute discrétion. Ces hommes, par exemple, sur ces images qui nous ont été fournies par des policiers. Soupçonnés d'appartenir à un groupe terroriste, ils ne se sont doutés de rien jusqu'à leur arrestation. Tout est bon pour le camouflage et c'est du sur-mesure. C'est une vraie souche d'armes en fait, qu'on a complètement évidée. Là vous avez l'objectif de la caméra qui se trouve ici, pour dire la cible vient de sortir de chez elle par exemple, et donc les équipes de filature qui se trouvent le plus loin possible de l'objectif vont pouvoir enquiller sur la filature du véhicule. Pour garder le secret, les hommes de l'atelier ne nous montreront qu'une partie de leur technologie toujours plus sophistiquée. D'ailleurs, peut-on un jour imaginer qu'elle remplace le policier ? Le mythe, le rêve du tout technique avec des machines, des super ordinateurs qui permettraient d'arriver à des résultats fantastiques au cœur d'un réseau terroriste, puisque c'est la matière qui nous occupe là. Non, ça fait partie de la science-fiction et ça n'existe pas. En fait, ici, le nerf de la guerre, c'est le renseignement humain. Il y a 2 ans, nous avions pu filmer un policier avec son informateur. Celui-ci a une mission, infiltrer les réseaux islamistes. Nous devons en être assez près, concrètement, pour pouvoir avoir des accès et être en ceci intéressant pour notre service, mais ils doivent en être assez éloignés au plan de la psychologie ou de la philosophie pour pouvoir dire non, ceci n'est pas mon islam. Cet homme est un officier traitant. Il recrute et gère ce que l'on nomme communément des indiques. Mais ici, on les appelle des sources. Alors je vais intervertir des puces, tout bêtement. Chaque contact fait l'objet d'une procédure précise. Mais pourquoi ? Pour pouvoir ne pas avoir le même boîtier que j'ai déjà utilisé avec cette personne que j'appelle, et me donner la possibilité d'avoir 2 boîtiers différents, dont un qui n'a jamais servi. Un simple téléphone peut devenir une arme pour l'adversaire. Alors le policier n'a pas un portable, mais des dizaines. Un par source, un par affaire. Yes, sir. C'est bon. Pas un peu paranoïaque tout ça ? C'est tout à dit, on assume parfaitement la paranoïa, parce qu'ici, on protège des gens. Pas uniquement le côté, on a la protection, on protège la France, etc. Ici, on protège des gens, des vrais gens, qui sont dans un boulot dangereux, qui risquent parfois leur vie, et on essaye juste de ne pas les perdre. Nous allons l'accompagner jusqu'à son rendez-vous secret. Le temps de l'interroger sur le profil et les motivations de ces mystérieux informateurs. Comment les incite-t-il à collaborer ? Quel pacte passe-t-il avec eux ? Jamais on ne doit faire de pression sur la personne. Parce que la pression, la menace, ça peut fonctionner dans certains d'autres services où je vais travailler. En matière de stupéfiants, par exemple, en matière de contre-terrorisme, on ne cherche pas des balances. Ce sont des gens qui ont vraiment une idée, qui ont vraiment le sentiment de travailler avec nous, pas pour nous. Ce policier ne pratiquerait donc aucune pression sur ses sources. Des propos impossibles à vérifier. Alors qu'est-ce que vous attendez de vos agents ? Qu'ils s'infiltrent réellement dans des réseaux de terroristes potentiels, de gens, et il y en a qui veulent tout faire péter uniquement parce qu'ils ont un grain, de gens qui veulent éradiquer tous les mécréants, et les mécréants, c'est nous tous,
et y compris d'autres musulmans. Est-ce que vous avez dû exfiltrer des sources en urgence parce que tout à coup vous vous rendiez compte qu'elles étaient démasquées? Oui, c'est arrivé. Et grâce à l'intervention d'un pays ami, on a pu faire sortir la source au moment le moins pire. Et qu'est-ce qu'elle risquait? De servir de bête sacrificielle. Ah, ils risquent vraiment leur peau. Oui, puisque l'avant-veille, elle avait assisté à un égorgement rituel d'un traître. Donc le lendemain, elle a pris ses clics et ses claques. Risquer sa vie ou mourir. Avant de se rendre à son rendez-vous secret, le policier nous donne une dernière clé. Toutes les affaires de contre-terrorisme qui ont été résolues en Europe ces dernières années, toutes ont été résolues grâce à des sources humaines. La DCRI est aujourd'hui présentée comme un service de renseignement spécialisé. Selon son patron Bernard Scarsini, sa mission est la protection de l'intégrité de l'État, de ses intérêts. Mais enquête-t-il toujours sur les affaires dites sensibles? Non mais la vie privée des gens ne m'intéresse plus. Je crois que vous vous méprenez. Il y a eu une évolution de nos missions et tout le reste qui correspondait d'une part à une autre époque, où effectivement il y avait un lien entre le politique et l'aspect renseignement également d'ordre politique, effectivement permettait de laisser diligenter un style d'enquête de ce genre. Aujourd'hui, tout ceci a volé en éclats. L'affichage est clair. La réalité peut être beaucoup plus complexe. Difficile, en effet, d'imaginer qu'un pouvoir politique n'ait aucun dossier sur les affaires privées de ses adversaires. Bonsoir, monsieur. Comme chaque soir, le policier détruit une partie des informations de la journée. Il range ses dossiers dans son armoire forte. Comme la plupart de ceux que nous avons suivis durant le tournage, c'était la première fois qu'une caméra entrait dans son quotidien discret. Pas un quotidien à la James Bond, mais plutôt un monde de fourmis laborieuses, où la moindre victoire, le moindre échec, sont de toutes les façons voués à rester dans l'ombre.